Grelier pour le groupe Les Républicains. Vous avez 8 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, 3 semaines avant la conférence internationale sur le climat de Katowice en Pologne, il a paru essentiel au groupe Les Républicains de faire un état des lieux sur l'avancement des négociations climatiques, pour 2 raisons principales. Tout d'abord parce que la France a une vraie légitimité, un vrai leadership sur la scène internationale en matière de changement climatique. Il y a eu l'accord de Paris, bien sûr, mais il y a aussi le fait que notre mix énergétique est décarboné, notamment grâce au nucléaire. Aussi également parce que ce sujet revient chaque année depuis un quart de siècle à l'agenda des Nations unies et que les contributions nationales des gouvernements, effectuées dans le cadre de l'accord de Paris depuis 3 ans, ne sont pas suffisantes pour contenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré. Et malgré l'urgence, il faut accepter que la transformation du modèle de croissance hérité de la période pré-industrielle vers une économie décarbonée prenne du temps et nécessite surtout des changements en profondeur qu'il convient d'accompagner. Il en est de même pour la société civile qui ne peut pas, du jour au lendemain, changer ses comportements. Pour faire accepter des changements comportementaux, 4 ingrédients sont nécessaires. Une trajectoire politique forte et cohérente sur le long terme, une progressivité, une transparence du financement qui permet l'acceptabilité par les citoyens. La fiscalité écologique doit être un moyen de fédérer les citoyens plutôt que de les diviser. Limiter le réchauffement climatique n'est pas hors d'atteinte. Cela nécessite d'entamer une révolution énergétique globale, des transitions dans tous les pans de notre économie et de la société, et bien sûr une volonté et un courage politique. La COP24 a un rôle important, davantage que celui des 2 précédentes COP. Il y a en effet prévu un bilan d'étape collectif des engagements climatiques nationaux. Son objectif principal est de finaliser le programme de travail de l'accord de Paris et de revoir les ambitions à la hausse. Revenons sur les termes de l'accord de la COP21 de 2015. Les parties doivent limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré. Revoir à la hausse la contribution nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour vérifier ces engagements et créer un cadre de transparence renforcé et une évaluation périodique des progrès réalisés. Et enfin, les parties prévoient de débloquer 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020 pour les pays en développement. Puis il y a eu la COP 22 à Marrakech. L'objectif de cette conférence était de définir les modalités d'application de l'accord sur le climat signé à Paris. Le résultat de ces négociations est un support peu normatif. Les principaux éléments de la proclamation de Marrakech sont la nécessité de rehausser l'urgence, les ambitions et de renforcer la coopération, et la prise en compte des besoins spécifiques et des circonstances particulières des pays en développement. Le fait le plus intéressant de ces négociations est sans nul doute l'accélération des financements, avec le Fonds d'investissement de Marrakech pour l'adaptation, MICA, le Fonds pour l'adaptation, ou encore l'aide au réseau des technologies climatiques, et enfin le Fonds vert pour le climat. À l'instar de la COP 22, la COP 23, la COP 23 donc, qui s'est tenue l'année dernière à Bonn, les futures règles visant à l'application concrète de l'accord de Paris sur le climat ont été négociées. De fait, la majorité des parties prenantes, acteurs étatiques comme ONG, ont annoncé, avant la conférence, que le moment clé pour l'application de l'accord de Paris se déroulerait 1 an plus tard à Katowice. De la COP 23, nous retiendrons le dialogue de Talanoa, qui a été lancé dès janvier 2018 pour collecter les contributions des pays signataires afin de limiter le réchauffement à 2 degrés. Les contributions nationales devront ainsi être revues à la hausse avant 2020. Je note aussi avec beaucoup d'intérêt la montée en puissance d'une thématique au sein de ces négociations internationales, mais aussi en France, dans le cadre des assises de l'eau, celle de l'eau, qui est la première ressource concernée par le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, puisque 90% des catastrophes naturelles lui sont liées. Elle est centrale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'eau doit être, me semble-t-il, un élément incontournable des plans climatiques.
Le choix de la ville minière de Katowice pour la COP24 est symbolique. En effet, la Pologne a un mix énergétique qui repose très largement sur le charbon. 80% de son électricité est produite par le charbon. C'est aussi le cas dans de nombreux pays émergents. Elle incarne ainsi parfaitement les défis de la transition énergétique. La COP24 sera l'occasion de finaliser les règles de mise en œuvre du pacte sur le climat, notamment concernant la transparence, c'est-à-dire la façon dont les États rendent compte de leurs actions et de leurs résultats. L'épineuse question du financement du réchauffement climatique sera aussi abordée. Aussi, le plan d'action de Katowice pour la transition juste devrait être adopté. Madame la ministre, à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, nous prenons le sujet du dérèglement climatique très au sérieux. Nous avons auditionné il y a quelques jours Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Elle est venue nous présenter le rapport du GIEC. Elle a insisté sur le rôle fondamental de la coopération internationale, mais aussi sur le fait que le renforcement des capacités des pouvoirs publics nationaux, des collectivités locales, de la société civile, du secteur privé, des populations autochtones peut porter ces actions ambitieuses et nécessaires. En effet, mes chers collègues, n'oublions pas que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique passent certes par les grandes conférences internationales, mais aussi et avant tout par les territoires, par le bas, au niveau de l'échelon local. Il ne sera possible que grâce à nos acteurs dans les territoires, et notamment les territoires les plus ruraux, avec l'action des agriculteurs, des associations et bien sûr les élus locaux qui sont au cœur de l'aménagement des territoires et qui ont un rôle majeur de protection de la nature. Et ce sont d'ailleurs eux qui déploient sur le terrain des plans climat territoriaux. Au niveau de la France, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie bas carbone à 2050. Au niveau de l'Union européenne, il y a parmi les engagements pris le paquet climat-énergie à 2030. Il est crucial que l'Europe conserve le leadership en matière climatique et puisse, dès la COP24, indiquer qu'elle rehaussera son ambition climatique. Madame la ministre, plusieurs questions. Quelles sont les propositions concrètes que la France propose au reste du monde pour relever ce défi du XXIe siècle qu'est la transition énergétique? Quels sont les objectifs de la diplomatie française à l'occasion de cette COP24? Quel a été l'impact du rapport d'octobre dernier du GIEC sur la stratégie de la délégation française? Et enfin, la diplomatie française envisage-t-elle de mieux articuler la question climatique avec les deux autres grands enjeux du XXIe siècle que constituent l'accès aux matières premières et la croissance démographique? Je vous remercie. Merci. Madame Brune Poirson, secrétaire d'État.